Malgré sa petite taille et sa simplicité mécanique, il est devenu l'un des chasseurs les plus célèbres de toute l'histoire de la Première Guerre mondiale. Cet avion, semblant presque un jouet face aux plus grands appareils de l'époque, devenait très dangereux avec un pilote expérimenté. Sa silhouette est inconfondable, avec ses 3 ailes courtes, c'est-à-dire un triplan, un fuselage compact et le bruit de son moteur rotatif. Mais au-delà de son apparence étrange, ce qui l'a vraiment rendu célèbre, c'est l'homme qui le pilotait, Manfred von Richthofen, mieux connu sous le nom du Baron Rouge. À bord de ce petit triplan rouge, il a remporté beaucoup de ses dernières victoires, devenant un symbole du combat aérien de la Première Guerre mondiale. Cet avion, le Fokker DR-1, sera au cœur de notre nouvelle vidéo d'Aéropédia de Mundo de Aviation. Voyons cela. Au début de la Première Guerre mondiale, alors que le combat aérien sur le front occidental évoluait à une vitesse incroyable, les premiers avions de guerre étaient apparus seulement quelques années auparavant, et ils étaient déjà devenus des machines spécialisées pour le combat. Les puissances belligérantes cherchaient constamment à obtenir un avantage technique qui pourrait faire pencher la balance dans les airs. Dans ce contexte, un avion britannique fit immédiatement sensation auprès des Allemands, le Southwick Triplane. Ce chasseur britannique, introduit en 1916, utilisait une configuration peu courante, 3 ailes au lieu de 2. L'idée était d'augmenter la surface à l'air sans trop accroître l'envergure de l'avion. Le résultat fut un appareil très agile, avec un excellent taux de montée et une capacité de manœuvre supérieure à celle de nombreux rivaux. Les pilotes allemands qui l'ont affronté furent impressionnés à tel point que le haut commandement allemand décida qu'il leur fallait leur propre version d'un chasseur triplan. C'est alors qu'Anthony Fokker entra en scène, l'un des concepteurs d'avions les plus importants d'Allemagne pendant la guerre. Fokker avait déjà de l'expérience dans la conception de chasseurs à succès, comme le célèbre Fokker-Eindecker qui avait dominé le ciel en 1915 grâce à son système de synchronisation permettant de tirer à travers l'hélice. Mais cette fois, le défi était différent. Il fallait concevoir un avion capable de rivaliser avec les meilleurs chasseurs alliés du moment. Avant de continuer, j'ai une annonce. Tu imagines être ici, en personne? Ça, c'est Oshkosh. Accompagnez-moi dans l'une des plus grandes expériences au monde, Oshkosh. Avec une agence ayant plus de 20 ans d'expérience, nous allons au plus grand festival aérien du monde, avec tout organisé pour que vous n'ayez qu'à vous soucier de profiter. Nous le vivrons ensemble avec des accès, des visites, une expérience bien différente d'une visite en solo. Ce n'est pas seulement Oshkosh, c'est un voyage à travers les États-Unis jusqu'à la NASA à Houston. Si vous voulez m'accompagner dans ce voyage incroyable, vous trouverez toutes les informations via le lien. La première tentative de Fokker fut le B4, un prototype expérimental qui explorait la configuration triplan. Cet appareil était petit, extrêmement léger et possédait des ailes en porte-à-faux, sans haubans extérieurs, qui étaient courants sur les biplans de l'époque. L'idée était de réduire la résistance aérodynamique et de simplifier la structure, mais le véritable développement arriva avec le B5, qui introduisait un système de montant entre les ailes pour améliorer la rigidité structurelle. Ce prototype a été testé par plusieurs pilotes de chasse allemands, parmi lesquels Manfred von Richthofen lui-même. Et les avis étaient très clairs. L'avion était incroyablement maniable. Il pouvait tourner plus rapidement que beaucoup de ses rivaux et avait une excellente capacité à grimper rapidement après un combat. Richthofen fut tellement impressionné qu'il recommanda sa production immédiate. C'est ainsi qu'est né le Fokker DR-1, où la désignation DR provenait du terme allemand Dreidecker, qui signifie littéralement « 3 ailes ». La conception du DR-1 était très compacte. Il s'agissait d'un chasseur monomoteur à structure mixte, avec un fuselage construit à partir d'une armature de tubes d'acier soudés recouvert de toile. Ce système offrait une bonne combinaison de résistance structurelle et de faible poids. Les ailes, en revanche, étaient principalement construites en bois, avec un revêtement en toile. La caractéristique la plus frappante de l'avion est bien sûr ses 3 ailes courtes à grande corde, qui offrent une grande surface portante. Cela présentait plusieurs avantages.
Cela permettait à l'avion de décoller sur de courtes distances, d'améliorer sa montée et de voler à basse vitesse sans perdre de portance, mais présentait aussi des inconvénients. Les 3 ailes généraient une traînée aérodynamique considérable, ce qui limitait la vitesse maximale de l'avion. Le DR-1 n'était pas particulièrement rapide comparé à certains de ses rivaux. Cependant, en combat rapproché, ce n'était pas toujours un problème. Dans les combats aériens de la Première Guerre mondiale, où les pilotes tournaient constamment en essayant de se placer derrière l'ennemi, la maniabilité était souvent plus importante que la vitesse. L'avion était propulsé par un moteur rotatif Oberhassel UR2 qui produisait environ 110 chevaux. Les moteurs rotatifs étaient très courants pendant la Première Guerre mondiale. Dans ce type de moteur, le bloc complet de cylindres tournait avec une hélice autour du vilebrequin fixe. Cela offrait un excellent refroidissement, mais produisait également de forts effets gyroscopiques. Dans le cas de cet avion, ces effets le rendaient particulièrement agile lorsqu'il tournait d'un côté, mais ils exigeaient également une certaine habileté de la part du pilote pour le contrôler correctement. La vitesse maximale était d'environ 185 km/h selon l'altitude et les conditions de vol, et son autonomie avoisinait les 300 km, ce qui était suffisant pour des missions de patrouille et de combat au-dessus du front. En ce qui concerne l'armement, le Fokker TR-1 était équipé de 2 mitrailleuses Spandau MG8 de 7,92 mm montées sur le fuselage et synchronisées pour tirer à travers l'arc de l'hélice. Ce système de synchronisation était essentiel pour les chasseurs de l'époque. Il permettait aux pilotes de diriger tout l'avion vers la cible et de tirer directement vers l'avant sans risque que les balles ne frappent les pales de l'hélice. Les mitrailleuses Spandau avaient une cadence de tir élevée et étaient considérées comme des armes très fiables. Pour un chasseur de 1917, cet armement était tout à fait standard et suffisant pour abattre des avions ennemis construits en bois et en toile. Le Fokker TR-1 a commencé à entrer en service à la fin de 1917, étant principalement affecté à des unités de chasse d'élite connues sous le nom de Hastas, abréviation de Haftstaffel. L'une des unités les plus célèbres était la Hasta 11, commandée par Manfred von Richthofen lui-même, le Baron Rouge. C'est précisément dans cette unité que le triplan a atteint sa plus grande renommée. Richthofen décida de peindre entièrement son avion en rouge, une pratique qui n'était pas rare parmi les pilotes d'élite, car de nombreuses unités utilisaient des couleurs distinctives pour identifier leur chef. Mais dans son cas, l'effet fut immédiat. Ce triplan rouge devint une figure redoutée dans le ciel du front occidental. Entre la fin de 1917 et le début de 1918, plusieurs Allemands commencèrent à utiliser le Fokker DRI avec grand succès. Parmi eux se trouvaient Wagner Voss, Joseph Jacobs, Lothar von Richthofen et de nombreux autres pilotes expérimentés. Cependant, l'avion a également rencontré quelques problèmes importants. Peu de temps après son entrée en service, plusieurs accidents graves se sont produits en raison de défaillances structurelles des ailes. Dans certains cas, lors de manœuvres exigeantes, les ailes supérieures pouvaient se déformer ou même se détacher. Cela a conduit à ce que le triplan soit temporairement retiré du service afin d'enquêter sur les problèmes. La cause principale était liée à des défauts dans la construction de l'aile et à l'utilisation de matériaux qui ne respectaient pas toujours les normes appropriées en pleine guerre. Fokker et son équipe ont redessiné certains éléments structurels et renforcé les ailes avant que l'avion ne retourne au combat. Malgré ces problèmes, le triplan est resté un avion très apprécié par de nombreux pilotes. Sa capacité de virage était exceptionnelle, ce qui lui permettait de dominer les combats rapprochés. Un pilote expérimenté pouvait rapidement se glisser en position de tir derrière un ennemi. Bien sûr, cela dépendait aussi beaucoup de l'habileté du pilote. Comme nous l'avions dit, cet avion n'était pas supérieur dans tous les domaines. Les chasseurs alliés plus modernes, comme le Saltwood Camel ou le Spat 13, pouvaient être plus rapides et avoir de meilleures performances en haute altitude. Mais en combat à basse vitesse et dans les virages serrés, le triplan allemand pouvait être extrêmement dangereux.
L'épisode le plus célèbre de l'histoire du DR1 a eu lieu le 21 avril 1918. Ce jour-là, von Richthofen, le baron rouge, pilotait son triplan rouge lors d'une mission au-dessus du front occidental. Pendant le combat, il a repéré un pilote canadien à basse altitude au-dessus du territoire allié, et à ce moment-là, il a été touché par une balle qui a traversé son torse. Richthofen a réussi à garder le contrôle de l'avion pendant quelques secondes avant d'effectuer un atterrissage forcé. Ce célèbre pilote n'a pas survécu à ce combat. Sa mort a marqué la fin de la carrière de l'AS le plus célèbre de la Première Guerre mondiale. Et elle a également consolidé à jamais l'image du Fokker DR1 comme l'avion du baron. Rojo. Malgré sa renommée, le Fokker DR1 a eu une vie opérationnelle relativement courte. Les avancées technologiques dans l'aviation pendant la guerre étaient si rapides que de nouveaux modèles apparaissaient constamment. En 1918, il a commencé à être remplacé par le Fokker Decept, un chasseur biplan beaucoup plus moderne, rapide et avec de meilleures performances générales. Le Decept est devenu l'un des meilleurs chasseurs de toute la guerre. Au total, environ 320 unités du Fokker DR1 avaient été construites, un chiffre relativement faible comparé à d'autres avions de l'époque, mais son impact culturel a été énorme. Le triplan rouge du baron rouge est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de l'aviation militaire. Même aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, il continue d'apparaître dans des films, des documentaires, des jeux vidéo, des musées ou sous forme de nombreuses répliques lors de festivals aériens. Comme ces images que j'ai pu vous montrer, filmées avec ma propre caméra. En effet, des répliques du DR1 volent lors de démonstrations aériennes à travers le monde, nous rappelant une époque où le combat aérien était un mélange de technologies primitives, de courage individuel et de combat à très courte distance. Peux-tu me raconter comment vous avez fait voler cet avion ici, à General Rodriguez ? Oui, eh bien, tout a commencé il y a quelque temps avec des amis qui avaient envie de construire un triplan. Et je me suis souvenu d'un ami qui en construisait un, Antonio Garcia, et ça faisait des années qu'il travaillait dessus. Je l'ai appelé pour savoir où il en était avec le projet. Nous sommes allés voir tout le travail nécessaire et avons renoncé à le construire. C'est essentiellement ce qui s'est passé et lui, après 17 ans de travail et d'efforts, il a réussi à terminer celui-ci et bon, il l'a d'abord fait voler à Espeleta, puis il l'a amené ici. Nous venons ici, il est basé ici à Star Trek X-Fly et nous l'avons fait voler ici, nous l'avons piloté, nous l'avons partagé avec lui, nous avons profité de ce bel avion. Génial. Et alors, quelle est la sensation de piloter cet aéronef ? L'avion était comme n'importe quel autre avion, mais un peu plus étrange. On voit peu sur les côtés, on est assis très bas entre les ailes, il y a 3 ailes, donc on voit très peu. Il est toujours préférable que quelqu'un nous accompagne sur le côté pour regarder ce qu'il y a devant. Et ces avions avaient été conçus pour décoller sur un champ d'aviation où l'on faisait face au vent et on partait. Il n'avait pas de roulette de queue, c'était un patin, mais il n'y avait pas de petit trou, donc il n'y avait pas de problème de vent de travers. Le problème n'est pas le vent de travers, mais le patin en bois. Aujourd'hui, il y a une petite roue, et si on veut corriger avec du vent de travers, le patin casse. Donc, l'une des limitations, c'est de voler sans vent de travers. Ce n'est pas un problème aérodynamique, le problème, c'est le petit patin qu'il a. Après, c'est un avion comme un autre, il a du lacet inverse. Quand on tourne d'un côté, on dirait qu'il veut partir de l'autre, donc il faut bien accompagner avec le palonnier. Mais après, ça devient un avion comme les autres. La sensation, c'est comme un biplan, tu es à l'air libre et tu te demandes pourquoi se battait-il à la guerre avec ça? Eh bien, moi au moins, je vois cet avion et je me dis, comment ont-ils pu faire des manœuvres de combat avec ça en pleine guerre? Oui, il faisait ce qu'il pouvait, mais c'était ce qu'il y avait à l'époque, on faisait avec. Je trouve ce genre de choses fascinant. Et ainsi, ce petit triplan allemand est devenu une légende de l'aviation. À bientôt dans une nouvelle vidéo de Aeropedia de Mundo de Aviación.